Bonjour, bienvenue dans les ailes du Maroc. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège et le plaisir de recevoir Amen Fethallah. C'est une trajectoire façonnée autant par les choix que par les circonstances, les lieux et les rencontres. Son départ en France et son orientation initiale en médecine ne relèvent pas d'un projet personnel, mais de choix familiaux. Et on reviendra tout à l'heure. Et c'est justement à Brest, presque par hasard, qu'elle découvre un univers qui sera son métier de prédilection, qu'elle n'aurait certainement peut-être jamais imaginé, celui du littoral. Ce contexte, plus que l'intention de départ, devient un point de bascule. Elle soutient un doctorat en aménagement des littoraux et après sa thèse, son objectif est clair, rentrer au Maroc, comme beaucoup qui sont partis en expatriation. Mais les conditions de l'époque ne le permettent pas immédiatement, donc elle temporise, elle se forme, elle travaille. Et le retour au Maroc se fait finalement grâce à une rencontre, et on verra que dans beaucoup de nos invités, il y a des rencontres décisives, à une personne qui va lui ouvrir cette possibilité. Et à partir de là, son parcours s'accélère. Elle devient la première femme à diriger l'Institut supérieur d'études maritimes, avant d'occuper des fonctions clés au plus haut niveau de l'État, jusqu'à la direction des ports et de la marine marchande. Mais pour Amen Fethallah, le leadership ne s'arrête pas aux institutions, il se prolonge naturellement dans l'engagement social, notamment à travers sa responsabilité à la Banque mondiale, à la Banque alimentaire qu'elle va diriger et qu'elle dirige actuellement. Son parcours raconte une chose essentielle. Certaines trajectoires ne sont pas linéaires, mais elles prennent sens quand on accepte de lire les circonstances comme des opportunités et les rencontres comme des leviers. Amen Fethallah, marhaba bik dans les ailes du Maroc. Merci Zakaria pour ton accueil et merci de la lumière que tu mets sur toutes ces femmes formidables. Merci beaucoup. Merci à toi d'accepter d'être là et de partager, parce que je pense que toutes celles et ceux, parce que je pense que souvent le combat de beaucoup de femmes est aussi parle à beaucoup d'hommes, et je pense que c'est cette comment dirais-je, quand on arrive à les mettre tous les deux comme dans un tango, on peut aller plus vite et plus loin. Exactement. Donc merci d'être là. Et donc, comme je disais en introduction, ton parcours commence par des choix que tu n'as pas fait toi-même. Ma première question, comment on vit le fait de démarrer une trajectoire dessinée par d'autres? Oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai vécu une injustice toute jeune. J'ai pris le décès de mon père à l'âge de 14 ans comme une vraie injustice. Et donc après, comme j'étais une enfant vraiment active, très engagée dès le départ, je défendais toutes les causes qui me semblaient injustes. Mes parents, ils avaient peur pour moi, enfin ma mère et mon frère aîné et le reste de ma famille. Donc ils se sont dit, il faut qu'on l'engage dans un parcours prenant, engageant, et il faut qu'elle soit un peu loin de l'université marocaine pour peut-être se dégager un petit peu de... Ce côté un peu syndical, syndicaliste, ce côté UNAM peut-être. Exactement. Et du coup, ils ont choisi pour moi la médecine et ils ont choisi pour moi la France parce que mon frère aîné était là-bas. Et donc, pour veiller sur moi. Exactement. Mais bon, c'était sans compter sur mon engagement parce que j'étais en médecine. Et en même temps, je me suis inscrite en fac des sciences. Et ce n'est qu'une fois que j'ai eu ma licence qu'ils ont appris que je n'étais plus en médecine. Donc tu as voilà. Su surfer pendant quelques temps, le temps de leur dire ça y est, le déclic, je suis de l'autre côté. Exactement, voilà. Donc tu as rusé un petit peu pour faire plaisir au début à la famille, mais en même temps, peut-être Brest, ta passion t'a attrapé et t'a amené là où tu es. À quel moment as-tu senti que tu allais devoir donner du sens à ce qui t'était arrivé plutôt que de le subir? Est-ce que, comme tu viens de le rappeler, très tôt, tu as senti que ce n'était pas toi, ou est-ce qu'il y a eu est-ce que c'est une rencontre, une circonstance, ou c'est quoi réellement ce point de bascule déjà au début? En fait, c'est la région qui a fait mon point de bascule. À Brest, la ville est très austère. Et donc, les week-ends, on allait sur les côtes et j'ai découvert cette belle côte déchiquetée de la Bretagne qui est magnifique. Ouais. Et en même temps, je partais avec des étudiants qui faisaient géologie, géomorphologie. Et donc, j'ai découvert avec eux ce lien entre le territoire et les hommes. Et c'était fascinant pour moi. Et donc, j'ai voulu vraiment le découvrir un peu plus et le connaître davantage. Et c'est ce qui a fait que j'ai basculé. Le rôle, comme tu viens de le dire, les lieux, le territoire fait naître une vocation. Exactement. Si tu ne t'étais pas arrivé à Brest, dis-tu, tu n'aurais sans doute jamais imaginé travailler sur le littoral.
Comment un lieu peut-il devenir un déclencheur, même si tu le... Oui, en fait, comme je viens de le dire, en fait, le fait de me balader sur la côte, je me posais beaucoup de questions. Je voulais comprendre comment ça se fait que cette côte-là était de cette sorte. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit aussi dynamique? Parce qu'il y a une dynamique littorale qui est très importante sur le littoral breton. Et donc l'envie d'apprendre, de connaître, et c'est aussi les rencontres. Je n'aurais peut-être pas rencontré ces étudiants qui étaient engagés dans ces parcours, je ne les aurais pas découverts et tout naturellement je ne serais jamais allée. Et puis je viens de Stade, on n'a pas de mer, donc il fallait vraiment aller sur Brest donc, pour y arriver. Si tu revois notre carte, oui, notre ami, vous avez la mer, donc il ne faut pas le dire ça. Oui. Faut pas le dire, donc vous avez la mer. Absolument, c'est venu après mon départ. Ah, donc voilà, donc tu n'avais pas la mer à ce moment-là, mais on te l'a offert aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ce moment t'a appris à lire les circonstances autrement? Est-ce que le fait de dire, ben voilà, j'avais une trajectoire, je tombe dans une ville, comme tu as dit, un peu austère, mais avec quelque chose, cette austérité peut-être avait une beauté sauvage qui m'a amené à rien à faire, ben je vais avec des jeunes. Qu'est-ce que tu lis de ce hasard qui n'est peut-être pas un hasard? En fait, ce n'est pas seulement le fait des hasards, il faut être aussi ouvert. C'est ça, curieux. Les rencontres, il faut les accueillir. Et les circonstances, il faut aussi les accepter. Et en faire un élément déclencheur pour changer sa trajectoire. Si on est fermé, on peut pas faire d'une rencontre un élément de départ. Ça matche pas, ça ne peut pas se faire. Super. Donc, je disais aussi en introduction que je pense un peu comme moi je disais dès que j'étais diplômé, je vais rentrer. Et puis toi, tu disais effectivement, une fois rapidement je termine, je rentre. Et puis finalement, il y a eu un décalage entre l'envie et la réalité. Est-ce que rester à ce moment-là en France a été un renoncement ou une construction silencieuse? C'était une reconstruction plutôt parce qu'en fait, je voulais rentrer au Maroc. Et à l'époque, les conditions ne me permettaient pas de vivre décemment de moi-même. Et je voulais vraiment voler de mes ailes. Indépendante. J'ai toujours été indépendante, j'ai appris à me débrouiller très tôt. Et donc, je tenais vraiment à mon indépendance et ma liberté. Et donc, j'ai choisi de retourner en France où on m'offrait un poste qui n'était pas un poste comme j'espérais. Mais c'était pour moi une première étape pour après saisir les occasions qui venaient à moi. D'accord. Qu'est-ce que cette période, même si tu le dis indirectement, t'a appris sur la patience et le temps long? Oui, en fait, la recherche apprend à être patient, à accepter, de revoir ses exigences. Il faut accepter les situations difficiles. On ne doit pas les fuir parce que c'est celles-là qui sont les plus formatrices à mon sens. Je pense que les situations difficiles, les situations faciles ne nous permettent pas de nous dépasser. Et est-ce que on peut dire aussi que la vie, c'est aussi un billard à 3-5 bandes, c'est-à-dire que on a envie d'aller dans une trajectoire et parfois il faut faire des chemins de traverse pour y arriver. Est-ce que c'est pas ça aussi ce que tu es en train de nous dire? Absolument. Une trajectoire n'est jamais linéaire. C'est toujours des ajustements qu'il faut accepter. Ce sont des défis qu'il faut vouloir prendre. Ce sont des engagements. Mais il ne faut jamais en fait voir ça comme un handicap. Il faut toujours garder sa vision et il faut garder en ligne de mire son cap pour pouvoir avancer comme on souhaite et pour pouvoir arriver là où on veut aller. C'est ce que disait l'autre aile du Maroc de la dernière émission. Il faut avoir son cap pour pouvoir effectivement faire son acte chirurgical au bon endroit. Donc, tu as formé des ingénieurs officiers de la marine. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur l'autorité et la responsabilité? C'était une expérience très enrichissante. D'abord, je suis arrivée dans un milieu très austère. En fait, je commandais des officiers. Des hommes, des femmes? Des hommes. J'avais pas du tout de femmes. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le secteur maritime. Non, on ne s'engageait pas beaucoup. Et en fait, dans le corps des hommes qui encadraient mes étudiants, il y avait des fusiliers marins qui refusaient totalement l'arrivée d'une femme. C'était pour eux la première fois qu'ils avaient une femme qui les commandait. Et même les étudiants, parce que j'avais des populations faites d'étudiants étrangers qui venaient dans le cadre de contrats étatiques. Et donc j'avais beaucoup de moyens orientaux qui, à l'époque, pour eux, être dirigés par une femme, c'était vraiment l'inacceptable. Mais bon, il a fallu y aller. Il a fallu avoir un doigté
pour Est-ce leur que tu as une apprendre. tips pour nous? C'est quoi? Une anecdote? En fait, vous savez, moi je pense que le travail, l'engagement, le sérieux, ça construit petit à petit la confiance. D'accord. Et ça Donc, le mot construit petit confiance, à petit la légitimité. c'est ça, Et d'accord. donc, une fois que les gens vous connaissent, une fois qu'ils apprennent qui vous êtes, et une fois que il faut que vous leur montrez que vous êtes capable de diriger, vous êtes capable de diriger un parcours, de le construire, de les aider eux-mêmes à aller de l'avant. Là, vous gagnez leur confiance et vous gagnez en légitimité. Et je veux dire que après, les choses se font toutes seules, d'elles-mêmes. Donc c'est... Il ne faut pas être dans le combat. Il ne faut pas, l'affrontement frontal ne sert à rien. Donc il faut vraiment rester aligné, faire son travail, toujours en accord avec ses valeurs, et sans pour autant se renier. Mais il faut montrer qu'on est là, qu'on a sa place, et ça vient tout seul, Super. tout doucement. En quoi la transmission est-elle déjà un acte de leadership? Parce que quand on est dans la formation, on transmet, donc en plus dans une école d'hommes, parce que là aussi ça paraît facile, mais tu l'as dit, des moyens orientaux, des gens qui ont du mal à le genre pour eux, une femme ça doit rester peut-être à la maison et pas venir nous expliquer. Ça, quand tu le dis, on a l'impression que c'est facile, mais ça ne devait pas être facile. C'est quoi est-ce que tu as des tips au-delà de construire la confiance? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu as une petite anecdote qui fait la grande histoire? Oui. En fait, il faut voir dans la transmission pas seulement donner des cours et s'arrêter là. Il faut montrer aux gens que ce qu'on leur donne, ça va les construire pour leur avenir. Et je sais que tu as eu une rencontre exceptionnelle. Que représente cette personne dans ton parcours? Je te laisserai nous dire qui c'est et qu'est-ce que ça a apporté. Oui. En fait, cette personne m'a fait confiance à un moment où j'avais besoin d'aller de l'avant et de changer ma carrière. C'était vraiment un moment de bifurcation de ma carrière. Je peux la citer, hein, donc qui c'est cette personne? Oui, c'était tout bonnement mon responsable, c'était l'amiral Baudard, c'était le responsable du centre. Et en fait, j'ai rencontré ce monsieur à un moment où je venais de déposer ma démission. J'ai dit, bon, moi, c'est bon, je veux faire autre chose, donner des cours comme ça me suffit. Et après un entretien avec ce monsieur, il m'a proposé autre chose. Il m'a proposé de diriger la formation et c'était un gap pour moi d'un seul coup, inespéré. Et donc il m'a dit, si tu te sens capable de le faire, je te confie la mission. Et je l'ai prise. Et c'est quelqu'un qui m'a accompagnée tout le long de mon parcours. Donc finalement, le mentorat était quelque chose de très important pour réussir. Et très souvent, c'est aussi, je pense, des choses que tu fais maintenant dans ton métier à travers les générations qui sont derrière, qui vont prendre le relais. Bien sûr, c'est très important le mentorat, mais encore une fois, il faut que les gens soient là à l'écoute et qu'ils acceptent et qu'ils sentent que c'est le moment où il faut changer, où il faut accepter la situation difficile comme un challenge, un défi, et qui permet de faire un saut. Parfois, en un saut, on arrive vraiment à passer plusieurs petits escaliers. C'est vrai. Parce que souvent, comment on reconnaît une opportunité quand elle se présente enfin? Parce que voilà, tu donnes ta démission, tu aurais pu dire ouais, c'est peut-être plus grand que moi, ou est-ce que c'est pas pour juste pour me garder? C'est quoi tout à l'heure, quand on écoutait, on voit, il faut beaucoup de choses qui se transforment avec le temps. Est-ce que c'est de l'intuition? Qu'est-ce qui fait que parfois on croit en quelque chose et qui peut changer notre vie? Oui. En fait, quand on est dans un poste quelconque, il faut garder un œil sur ce qui se passe dans son environnement. Il faut toujours être là, à l'écoute. Il faut comprendre les écosystèmes, comprendre les gens, être à l'affût il faut construire sa carrière elle-même. J'aime beaucoup le thème de l'émission, dessiner son ciel. Il faut en fait s'approprier son propre destin et être là pour en faire des courbes faciles et ne pas avoir quelque chose de très pointu et des chemins très escarpés. Je pense que c'est un peu de sensibilité, un peu de veille. Il faut avoir de la veille et puis
Voilà, et confiance en soi. Je voulais savoir, dans ce parcours aujourd'hui, tu as la chance d'être la première femme à diriger donc l'ISEM, donc un institut, tu nous diras un peu son métier, donc dans le métier maritime. Quel a été le moment le plus délicat? Donc on a vu, tu as formé des hommes en France, même si c'est toujours compliqué parfois dans des métiers d'hommes d'être une femme et dans certains peut-être. Mais là tu rentres au Maroc et tu prends cette institution. Quel a été... comment tu as géré là aussi, tu parles toujours de doigté, comment tu as géré cette prise en main de cette fonction de direction? En fait, là où j'étais, j'avais 3 axes de travail. La transformation, la gestion du capital humain, donc accompagner les gens à évoluer, à apprendre eux-mêmes, et puis améliorer la gouvernance. Et en fait, sur la base de ces 3 axes, je pense qu'on a fait du très bon travail avec l'équipe qui était en place à l'époque et qu'on a ouvert l'institut aux femmes parce qu'on était donc, avant toi, il n'y avait pas de femmes? Il y avait 3 à 4 par an. Donc là, j'ai une belle anecdote à vous raconter sur ce sujet parce que, en fait, sur une promotion de combien, pardon? 3-4 femmes sur une promotion de... Sur une promotion de 90. Ouais, donc à peu près 2%. Voilà. Et en fait, je suis arrivée, puis on fait le concours d'accès. On fait le concours. La première fois que je le fais digitalisé complètement. D'accord. Donc on arrive quelques heures après le concours pour annoncer les résultats. Puis mon directeur des études il vient me voir et puis madame, il faut qu'on fasse une réunion avant d'afficher les résultats. J'ai dit mais pourquoi? Les résultats ils sont automatiques. Donc vous affichez la liste. Il m'a dit maintenant il faut qu'on décide du nombre de femmes, de filles à accepter dans le parcours. J'ai dit pourquoi il y a un texte qui limite le nombre de filles. Il m'a dit non, on le fait parce que comme ça, en fonction des places qu'on décide d'octroyer dans l'internat et tout. J'ai dit ben, mon grand, ça va changer aujourd'hui. Et donc à partir de ce jour-là, on a accepté toutes les femmes qui étaient classées dans l'ordre. Et puis aujourd'hui, on est pratiquement à 40% de filles dans ce parcours-là. Donc on te doit cette révolution silencieuse d'avoir... c'est pour ça que souvent... ces petites gouttes, c'est pour ça quand on dit on redessine le ciel, c'est ça, c'est de venir et de faire sa petite partition, mais Exactement. Qui va participer à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, indirectement, voilà. Donc, comment on mène ces réformes sans brutaliser les équipes? Regarde, donc tu racontes cette petite anecdote, mais qu'est-ce qui fait que derrière, les gens suivent? Est-ce que c'est le fait que les jeunes filles qu'on prend réussissent mieux ou font aussi bien? Qu'est-ce qui fait que les choses se passent parfois moins difficilement qu'on le croyait? Oui. En fait, amener un changement, il y a toujours une petite résistance. Peu importe comment il est ce changement, il y a une petite résistance. Je pense que quand les gens y voient que les choses ont du sens, et quand c'est aligné avec les valeurs, quand ça permet d'amener les gens vers l'avant et de valoriser leur métier. Même les profs, en fait, ils voient qu'il y a un apport supplémentaire en mettant les filles, justement. Les filles, elles réussissent beaucoup mieux dans les parcours scientifiques, on le voit partout dans les différentes écoles. Et donc, ils ont vu que les filles tirent vers le haut toute la promotion. Et du coup, c'était quelque chose d'accueilli, qui a été difficile à mettre en place au départ, mais après, ça a été accueilli avec vraiment beaucoup de... C'était un plus pour l'école et que ça donnait Exactement. Donc, comme je l'ai dit en introduction, tu es la première dans beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Et je crois que ce qui fait nos ailes du Maroc, c'est qu'elles sont ancrées dans la cité. Et donc, tu as pris la responsabilité d'être à la tête de la banque alimentaire. Pourquoi ? Je suis dans le social depuis très longtemps. En fait, même quand j'étais en France étudiante, j'étais dans le social. J'ai contribué en France aux côtés de l'abbé Pierre dans l'insertion des prisonniers. J'ai créé une association pour la promotion de la langue et la culture arabe, etc. À la banque alimentaire, en fait, c'est beaucoup de concret. Moi, je pense que les responsabilités doivent se conjuguer avec le social. On doit avoir un impact quelque part. À la banque alimentaire, en fait, on crée un pont entre les entreprises et les bénéficiaires et les associations locales.
on nourrit, on accompagne, on organise le bénévolat. Et en fait, c'est pour moi, c'est quelque chose qui revient à des bénéficiaires qui en ont besoin et ça a du sens pour moi et c'est magnifique de le faire. Vraiment, je suis très contente d'avoir eu cette chance. Je suis pas directrice, je suis présidente. Donc présidente, je suis bénévole. pardon, je suis bénévole. Oui, tu es bénévole élu et qui amène son réseau, sa contribution, comme beaucoup de gens dans l'associatif qui font un peu du give back. En quoi cet engagement change-t-il le regard que tu portes sur le pouvoir et la décision? Parce que je l'entends, donc tu es engagé depuis très longtemps, depuis, on va dire, tes années d'étudiant, voire même avant. Mais qu'est-ce que ça change quand on prend des hautes fonctions et qu'on reste calé, qu'on reste dans cet engagement? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, quand on prend des fonctions, des hautes fonctions, et c'est une grande responsabilité parce qu'on doit accepter que ces décisions impactent les trajectoires des gens, impactent des vies. Si c'est dans le public, là, c'est beaucoup plus que dans le privé parce qu'on n'est plus dans la gestion d'organisation, on gère un secteur, donc nos décisions vont impacter sur le long terme. Et peut-être elles vont avoir un impact sur tout le pays. Et du coup, il faut vraiment rester lucide, savoir quelles sont les priorités, les gérer avec sérieux, engagement et dans le sens du collectif. On ne décide pas pour soi, on décide pour les autres et pour la communauté et pour faire avancer les choses. Donc tu fais le lien entre ta responsabilité, on va dire, de femme aux hautes fonctions publiques avec l'engagement qui permet de dire, ben voilà, je suis utile à la société. Est-ce que ça veut dire que quand on est engagé dans la cité, comme tu le dis, sur des sujets comme la banque alimentaire, ça peut rendre une dirigeante plus juste? Absolument, absolument. On est beaucoup plus proche de la justesse dans ces décisions que quand on ne connaît pas le terrain, quand on est loin des réalités économiques et sociales de nos concitoyens. Une fois qu'on a touché cette population, qu'on sent sa vulnérabilité et qu'on sait que ce qu'on peut apporter va leur permettre une meilleure inclusion dans la société, c'est quelque chose de magnifique et c'est vraiment à la fois un retour pour nous parce qu'on gagne, on devient plus humble et on mesure plus sa responsabilité. Donc on est dans toute notre humanité pour pouvoir être encore plus utile aux autres. Donc cette connexion est un plus pour la femme leader, on va dire. Oui, je pense que chaque leader doit conjuguer son apport et son expertise professionnelle avec un engagement social. Les choses prennent plus de sens. C'est ça. Elles prennent beaucoup plus de sens. Et puis tu l'as dit tout à l'heure. On est plus alignés. Et peut-être aussi quelque chose que souvent beaucoup de nos invités disent, permet de faire de belles rencontres qui nous font encore grandir plus. Exactement. Parce que très souvent, on va pour apporter, on prend plus que qu'on a. On prend plus que ce qu'on donne. C'est vrai, donc ça c'est des choses que... Et en fait à la banque alimentaire, on travaille aussi avec les jeunes puisqu'on a 66 Dar Taliba qui sont conventionnés avec nous. Donc on gère plus de 5500 jeunes pensionnaires. 5500 jeunes. Oui, et c'est quelque chose de formidable parce que là, c'est vraiment, on donne un virage à leur vie. On lutte contre l'exclusion et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est sur tout le territoire, je crois. Oui, c'est sur tout le territoire. Voilà. On va maintenant passer de l'intime à nos fameux Madeleine de Proust. Un mot qui te ressente quand tout s'accélère. Quel est le mot? Les valeurs. Se recentrer sur ses valeurs. Le mot valeur ou le mot les valeurs? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce que pour certains c'est alhamdoulilah, pour certains c'est... Est-ce que tu as un mot auquel tu fais référence quand tu veux te les valeurs. Les valeurs. Tu dis mes valeurs, hop, je me remets dessus. C'est quoi les valeurs d'intégrité, d'engagement, de sérieux, de travail. Super. Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a transformé? Oui, Brest. Brest. Donc c'est un mot qui pour toi est... Oui, absolument. Et une rencontre déterminante? Oui, absolument. L'amiral que je viens de citer. Et puis mon mari, que je remercie beaucoup. Très souvent, les conjoints, on le dit toujours, sont des accélérateurs. Absolument.
et des soutiens parfois, peut-être pas toujours visibles, ça Force dépend, tranquille. mais qui sont là. Et c'est important aussi de le rappeler Absolument. que et ça a été dit par certains de nos invités. Elle disait, choisissez bien votre mari, c'est soit il va être un accélérateur, soit il va vous C'est exactement. garder en bas. Et Exactement. je pense que C'est la chance d'avoir un accélérateur. donc on va le remercier parce qu'effectivement, je pense, on a besoin d'hommes qui sont fiers d'être avec des personnes Exactement. qui s'épanouissent et qui apportent des choses pour elles et pour la communauté. Il faut savoir être fier l'un de l'autre pour que le chemin soit plus fluide et puis qu'on apprenne. Il faut être avec des gens avec qui on apprend tous les jours. En marchant. Ouais, en marchant, exactement. Est-ce qu'il y a un doute qui t'a fait grandir ? Oui, en fait, le doute, il accompagne tout le temps et je pense que c'est bien parce que ça permet de se recaler sur les... Est-ce qu'il y a la peur, quand je dis un doute, est-ce qu'il y a eu un moment donné, c'est la peur de ne pas réussir? Est-ce que c'est le retour? Est-ce qu'il y a un doute qui t'a fait grandir? Tu as dit, tiens, j'ai douté de moi, ou est-ce que... Oui, en fait, il faut douter de soi. Il ne faut pas avoir la science infuse. Donc, douter de soi, c'est se recaler sur les... Accepter de dire, de se remettre en cause, un peu ça. Exactement. Et puis se reconcentrer sur l'essentiel. Allez, pour mieux repartir. Exact. Est-ce qu'il y a une valeur non négociable pour toi? L'intégrité. D'accord. Et le respect de mes équipes. Ce que le littoral t'a appris sur le temps? En fait, c'est un milieu où la transformation nécessite une grande doigté entre sa préservation et son exploitation. Et donc, on peut le dire sur les hommes. Il faut demander des gens un engagement, mais il faut en même temps savoir les valoriser, les accompagner. Les alimenter, puis en même temps être exigeant pour ce cercle vertueux. Qu'ils se transforment dans le bon sens. C'est ça, exactement, et grandissent. Exact. Est-ce qu'il y a une décision que tu referais sans hésiter? Oui, m'engager dans le maritime. D'accord. Est-ce qu'il y a une peur apprivoisée aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de peur, mais le tout est de savoir apprivoiser sa peur et d'en faire un moteur pour avancer aussi. Il ne faut pas que ça handicape. D'accord. Ça ne part pas en fait avec l'expérience, la peur. Elle est là. Elle nous accompagne, il faut savoir la dompter. Il faut savoir la dompter, vivre avec. Quelle est ta définition de la réussite aujourd'hui? Tabarakallah, quand on voit tout ce chemin, mais si tu devais nous donner ta définition de la réussite? C'est d'être aligné avec soi-même. C'est de ne pas perdre le cap et de garder ses valeurs et de ne pas lésigner avec l'éthique, avec l'engagement et le sérieux. Mais est-ce que aussi, parce qu'on peut réussir sa vie sans réussir dans sa vie, mais est-ce que tu penses qu'on peut avoir l'un dans l'autre? Est-ce que parce que ça aussi, c'est quand même beaucoup de gens se posent cette question, est-ce que il faut réussir dans sa vie et puis le faire plus tard? C'est un peu comme les gens qui disent je vais faire des bonnes actions plus tard. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Ou est-ce que pour toi, réussir sa vie, c'est être aligné, quel que soit X? Ou est-ce que c'est pas antinomique? Non, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. Il n'y a rien qui empêche. L'ambition, parce que souvent, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup, quand une femme veut gravir les échelons, l'ambition est vue comme quelque chose de négatif. Et quand c'est un homme qui le dit, on trouve que c'est normal. Donc, je pense que l'ambition dans le sens courir derrière les titres, elle n'est pas bonne. D'accord. Mais l'ambition dans le sens réussir ses projets, faire son travail convenablement, accompagner ses équipes, c'est quelque chose de très bien. Pourquoi ne pas être ambitieux? Au contraire, il faut être ambitieux. Ambitieux pour réussir ce qu'on fait et rester aligné avec soi-même, c'est normal. C'est légitime de le revendiquer, je veux dire. Donc, l'ambition, quand elle nous fait grandir, elle est saine. Exact. Et du moment qu'elle correspond à ce qu'on veut, et c'est pas l'ambition des autres, c'est mon ambition. Pas jouer un rôle. C'est ça. Il faut être soi-même. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes femmes? Ah oui, en fait, qu'un parcours, il faut accepter dans son parcours des risques. Il ne faut pas attendre que les situations soient très confortables. Et il ne faut pas demander pardon quand on doit diriger.
Il faut y aller, il ne faut pas s'excuser pour. Si on est là, ça veut dire qu'on nous a donné notre place, ça veut dire qu'on l'a mérité. Alors il faut se donner les chances de la réussir sans hésiter. Toujours un peu avant d'atterrir, un dernier message. Qu'est-ce que tu voudrais adresser à celles qui pensent que leur parcours ne commence pas comme prévu, un peu comme tu l'as eu? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer ou peut-être pour les accompagner? En fait, les parcours ne sont pas toujours linéaires. Ou choisis, parce que c'est surtout ça. Oui, ou choisis. Qu'il faut être ouvert aux opportunités, il faut être ouvert aux rencontres. Parfois, quelqu'un vous ouvre une voie juste en vous posant une bonne question au bon moment. Et donc, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute et saisir ces opportunités-là et ne pas les rater. Parfois, la chance ne passe qu'une fois. Le train ne passe pas toujours deux fois, donc il passe une fois. Exact. Ben merci Amen Fathallah pour ce partage. Tu nous rappelles que certaines trajectoires ne choisissent pas, comme tu le dis, mais qu'on peut choisir ce qu'on en fait. Et comme on dit ici, on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À très vite.